J'ai signalé à 3 reprises à la RH que mon chef me volait mes salaires. Ce n'est pas une priorité pour l'instant, m'a-t-on dit. Ce soir-là, j'ai passé un appel qui a fait débarquer des enquêteurs de l'État sur notre lieu de travail. 4 jours plus tard. Ce n'est pas une priorité pour l'instant. 5 mots. C'est ce qu'elle a dit. Quand je suis entré dans son bureau pour la 3e fois en 6 semaines. La femme des RH n'a même pas levé la tête. Elle continuait d'écrire, son stylo. Décrivant de petits cercles, tandis que je restais là, expliquant comment mon chef me volait mes salaires depuis 8 mois. Je m'appelle Kevin Mitchell. J'ai 48 ans et je travaille chez Sterling Auto. Par manufacturing depuis 18 ans. J'ai commencé à l'usine juste après le lycée. Et j'ai gravi les échelons jusqu'à devenir coordinateur de production senior. Bon travail, honnête, et j'étais sacrément bon. 47 heures une semaine, 53 la suivante, 56 la semaine d'après. Chaque heure au-delà de 40 n'était pas payée, car un matin, je me suis réveillé. Et j'ai découvert que j'étais soudainement salarié, mais exempté des heures supplémentaires, même si je faisais exactement le même travail depuis des années. Rien n'avait changé dans mon travail, juste ma fiche de paie. Nous en occuperons un jour, a dit Stéphanie Parker, d'une voix aussi plate qu'une crêpe. Je suis resté là, la regardant écrire, sentant quelque chose en moi céder, non. Pas se briser, mais céder, comme quand on serre un boulon et qu'il lâche. Soudainement. On sait que quelque chose vient d'être ruiné et qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Écoutez, je ne suis pas le genre de personne à chercher les problèmes. Je suis celui qui les résout. Je coordonne les plannings de production. Je suis le flux des stocks. Je m'assure que les pièces arrivent là où elles doivent être, quand elles doivent l'être. Je fais ça depuis que Brandon Wells, mon chef actuel, jouait probablement aux jeux vidéo dans sa chambre d'étudiant. J'ai commencé chez Sterling en 2005, en tant qu'ouvrier de production de niveau débutant, pointant à 6 heures du matin. Et repartant à 14h30, sauf si nous avions une commande urgente. Alors je restais. Plus tard et j'étais payé 1 fois et demi mon taux horaire, comme tout le monde. Le travail était simple. Programmer la ligne, vérifier les chiffres de qualité, s'assurer que les centres de distribution recevaient ce qu'ils avaient commandé, rentrer à la maison, dîner avec ma femme Michelle, et aider ma fille avec ses devoirs. Une vie simple, une bonne vie. Mon ancien superviseur était Andrew Rodriguez. Un homme de l'entreprise depuis 30 ans, qui a commencé quand il fabriquait encore des carburateurs au lieu de systèmes d'injection de carburant. Il m'a tout appris sur le flux de production, comment lire les vrais chiffres derrière les papiers, quel fournisseur vous donnerait 2% de moins en espérant que personne ne le remarquerait. Je remarquais tout. Andrew traitait les gens avec respect. Quand vous faisiez des heures supplémentaires, vous étiez payé pour les heures supplémentaires. Quand vous faisiez du bon travail, il le reconnaissait. Quand vous aviez une urgence familiale, il vous couvrait sans vous faire sentir coupable. Michel et moi avons acheté notre maison en 2008, juste avant que tout ne tourne au vinaigre. Avec l'économie. Nous avons eu de la chance avec le timing, nous avons obtenu un bon taux avant le crash. Notre fille Sarah avait 6 ans alors, elle venait de commencer la première année. Maintenant, elle est en 2e année à l'université d'État et étudie l'administration des affaires. Une enfant intelligente, sur la liste du doyen les 2 semestres. Les frais de scolarité ne sont pas bon marché, mais nous nous en sortons. Michel travaille à temps partiel au centre médical, gère nos avantages sociaux. Entre mes heures supplémentaires régulières et son revenu, nous étions à l'aise. Pas riches, mais à l'aise. Quand Andrew a pris sa retraite l'année dernière, ils ont fait venir Brandon Wells, 32 ans, un MBA fraîchement diplômé d'une école de commerce du sud de l'État, qui avait travaillé dans 2 autres entreprises en 4 ans. La direction l'aimait parce qu'il parlait d'efficacité opérationnelle et
d'optimisation des coûts et de rationalisation des processus. Ce que cela signifiait réellement, c'est qu'il savait comment faire en sorte que les chiffres paraissent bons sur le papier tout en arnaquant les gens qui faisaient réellement le travail. Brandon souriait constamment. Pas le genre de sourire qui vous met à l'aise. L'autre genre. Celui qui vous fait penser qu'il calcule quelque chose pendant qu'il vous parle. Il traversait l'usine en demandant à tout le monde comment ils allaient, se souvenant des noms et des anniversaires, mais ses yeux étaient toujours ailleurs. Toujours à chercher des angles, à trouver des moyens d'extraire plus de productivité des mêmes ressources. Au cours de son premier mois, Brandon a organisé des réunions individuelles avec chaque employé senior, qu'il a appelé évaluation de performance et session de fixation d'objectifs. Quand mon tour est venu, il avait un dossier rempli de mon historique de travail, de mes indicateurs de production, de mes évaluations d'efficacité. Tout était en ordre sur le papier parce que je faisais un travail solide. Depuis 18 ans. Vous êtes l'un de nos coordinateurs les plus fiables, a-t-il dit, en feuilletant des imprimés. Vos scores de qualité sont constamment supérieurs à la cible. Votre précision de planification est excellente. Vous ne manquez que rarement les délais. Merci, ai-je dit, me demandant où cela allait le mener. Je cherche des opportunités d'avancement. Des gens comme vous, avec votre expérience et votre parcours, devraient progresser, assumer plus de responsabilités. Cela aurait dû être un signal d'alarme. Selon mon expérience, lorsque la direction commence à parler d'opportunités et d'avancement, elle veut généralement que vous fassiez plus de travail pour le même salaire, ou le même travail pour moins d'argent avec un titre plus fantaisiste. 6 mois après son arrivée, Brandon a convoqué une réunion de département. 8 d'entre nous se sont réunis dans la salle de conférence. Il s'est tenu devant avec une présentation PowerPoint sur la restructuration organisationnelle et les opportunités d'avancement. Les diapositives étaient pleines de mots à la mode d'entreprises et de graphiques qui n'expliquaient rien de concret. J'ai examiné la performance de chacun, a-t-il dit, toujours avec ce sourire calculateur. Et je suis ravi d'annoncer des promotions. Mon nom était sur la liste, coordonnateur de production senior, poste salarié, 64 000 $ par an. 6 autres personnes ont reçu des promotions similaires. Nous sommes tous passés d'horaire à salarié, nous avons tous obtenu de nouveaux titres qui semblaient plus impressionnants, mais ne changeaient pas vraiment ce que nous faisions chaque jour. Après la réunion, j'ai fait le calcul dans ma tête. Je gagnais environ 58 000 $. Avec les heures supplémentaires régulières. 64 000 $ semblait être une augmentation, jusqu'à ce que l'on réalise que je travaillerais les mêmes 50 heures par semaine sans le salaire supplémentaire. C'était 6 000 $ de plus par an pour 10 heures supplémentaires chaque semaine, soit environ 11,50 $ par heure. Supplémentaire, bien moins que mon taux d'heure supplémentaire de 26,25 $. Mais Brandon a fait en sorte que cela ressemble à un tel honneur, à un tel pas en avant. Et avec les frais de scolarité de Sarah qui augmentaient chaque année. Ces 6 000 $ supplémentaires seraient utiles. Michel et moi en avions parlé. Pendant le dîner. Nous pouvions utiliser l'argent, même si cela signifiait des heures plus longues. Je suis allé au bureau de Brandon le lendemain. Son bureau était tout en verre et en mobilier moderne, rien à voir avec l'ancien espace d'Andrew, avec ses photos de famille et ses 30 ans de récompense d'entreprise. Brandon avait des affiches de motivation au mur, des choses sur l'excellence et l'innovation avec des photos d'alpinistes et de voitures de course. J'ai quelques questions sur la structure salariale, ai-je dit, assis en face de son bureau surdimensionné. Bien sûr. Il a fait un geste des 2 mains comme s'il m'accueillait chez lui. Qu'est-ce qui te tracasse, Kevin? La répartition horaire semble inférieure à ce que je gagnais avant avec les heures supplémentaires. Et bien, tu es salarié maintenant. Tu n'es plus payé à l'heure.
Tu es payé pour la valeur que tu apportes. Il s'est légèrement penché en avant, les mains jointes. C'est une étape supérieure, Kevin. Plus de responsabilité, plus de prestige. Cela montre que je te fais confiance pour un travail de plus haut niveau. Quel travail de plus haut niveau? Coordination stratégique de la production. Tu auras plus d'autonomie, plus de pouvoir de décision. Tu établiras les priorités au lieu de simplement les suivre. Je coordonne les plannings de production. C'est ce que je fais. C'est ce que je fais depuis 18 ans. Rien dans la description de poste ne suggérait quoi que ce soit de stratégique ou d'autonome. J'organise le flux de travail et vérifie les chiffres selon des systèmes conçus par d'autres. Un travail important, mais pas un travail de gestion. Puis-je rester à l'heure, ai-je demandé. Son sourire s'est un peu contracté, comme si quelqu'un avait ajusté la mise au point d'un appareil photo. Kevin, je t'offre des possibilités d'évolution ici. Tu ne veux pas avancer dans ta carrière? Tu ne veux pas construire quelque chose de plus grand que simplement pointer et dépointer? La façon dont il a dit cela m'a fait me sentir stupide. Comme si j'avais suggéré de fermer toute l'usine au lieu d'accepter une promotion. Michel avait été enthousiasmé par l'argent supplémentaire. Sarah avait besoin de nouveaux manuels le semestre prochain. La voiture avait besoin de nouveaux pneus. Peut-être que j'y pensais trop. Je vais y réfléchir. Tu as jusqu'à vendredi, a-t-il dit, en vérifiant sa montre comme s'il avait un endroit important où aller. Je dois finaliser les papiers. Je suis rentré chez moi ce soir-là et je me suis assis à la table de la cuisine avec Michel pour faire les calculs sur papier. Elle payait les factures en ligne, triant nos dépenses mensuelles, le paiement de l'hypothèque, les services publics, l'assurance automobile, le plan de versement des frais de scolarité de Sarah. 6 000 de plus par an, ça aiderait, a dit Michel, en regardant notre feuille de budget. C'est 500 $ supplémentaires chaque mois. Nous pourrions enfin réparer la terrasse, peut-être. Prendre des vacances l'été prochain. Mais je travaillerai plus d'heures. Sans paiement des heures supplémentaires. Combien d'heures supplémentaires? Probablement 10 à 15 heures de plus par semaine, peut-être plus pendant les périodes de pointe. Michel a arrêté de taper et m'a regardé. Elle gérait mon stress au travail. Depuis 18 ans, elle savait quand j'étais inquiet pour quelque chose. Qu'est-ce que ton intuition te dit? Mon intuition me dit que c'est une façon de faire. Travailler les gens plus sans les payer correctement. Mais tu as dit que les autres avaient accepté, non? Tous les 6? C'était vrai. Jerry Patterson, qui était là presque aussi longtemps que moi, semblait heureux de sa promotion. Tout comme Mike Torres et les autres. Peut-être que j'étais paranoïaque. Peut-être que c'était vraiment une opportunité. Le vendredi, j'ai accepté la promotion. La plus grosse erreur que j'ai faite. En 18 ans. Le premier mois n'a pas été trop mauvais. J'ai travaillé 44 heures une semaine, 46 la suivante. Rien de dramatique. Mais au cours du deuxième mois, Brandon a commencé à programmer ce qu'il appelait des réunions d'efficacité. Tous les vendredis après la fin du quart de travail normal. Présence obligatoire. Pour tous les employés salariés. Ces réunions étaient censées porter sur l'amélioration de nos processus, l'identification des goulots d'étranglement et le partage des meilleures pratiques. En réalité, c'était 90 minutes de Brandon parlant de métriques et d'objectifs. Tandis que le reste d'entre nous restait assis, se demandant pourquoi cela ne pouvait pas être un email. Le troisième mois, Brandon a introduit des évaluations de qualité le week-end, des sessions obligatoires le samedi matin où nous examinions les données de production de la semaine précédente et planifions des améliorations pour la semaine suivante. 4 heures chaque samedi, sans salaire supplémentaire. Vous êtes salarié. Maintenant, a-t-il dit quand j'ai demandé des éclaircissements sur la rémunération.
Cela fait partie du travail. C'est à cela que ressemble l'avancement. Le 4e mois, j'ai travaillé 62 heures en une semaine, 62. Entre les réunions du vendredi, les évaluations du samedi et les délais de production réguliers qui étaient constamment avancés, je passais plus de temps à l'usine qu'à la maison. J'ai commencé à tout noter dans un carnet que je gardais dans mon tiroir de cuisine. Date, heures travaillées, tâches accomplies, heures supplémentaires qui auraient été payées selon l'ancien système. J'ai noté chaque conversation où Brandon insinuait que nous pourrions perdre nos promotions si nous ne nous présentions pas aux sessions supplémentaires. Chaque fois qu'il mentionnait à quel point le marché du travail était compétitif, à quel point d'autres personnes adoreraient avoir nos postes. Michel a commencé à préparer le dîner pour une personne la plupart des soirs. Je rentrais après 20 heures, épuisé, et trouvais mon assiette recouverte de films plastique dans le réfrigérateur. Sarah était dans sa chambre, faisant ses devoirs ou discutant avec des amis en ligne. Je ratais tout. Ce n'est pas tenable, a dit Michel un mardi soir, après que j'ai travaillé 58 heures cette semaine-là. Tu es épuisé, stressé, et nous ne te voyons presque pas. C'est juste le temps que les choses se tassent. Brandon dit que la charge de travail se stabilisera une fois que nous aurons passé la période de transition. Quand a-t-il dit cela? J'y ai réfléchi. Il n'avait jamais réellement dit cela. Il l'avait implicitement, suggéré, laissé entendre, mais il n'avait jamais donné de calendrier précis pour le moment où les choses seraient plus faciles. J'ai remarqué autre chose pendant ces mois. Les 7 d'entre nous qui avaient été promus travaillaient tous les mêmes heures. Folle. Jerry Patterson avait l'air d'avoir vieilli de 5 ans en 3 mois. Mike Torres avait commencé à boire du café à 14 heures juste pour rester vigilant. Nous étions tous devenus des zombies salariés, travaillant 55 à 60 heures par semaine pour moins d'argent par heure que ce que nous avions gagné auparavant. Lors de l'une de nos évaluations de qualité du samedi, quelqu'un du service comptabilité a mentionné que Brandon avait reçu une prime substantielle à la fin de l'exercice fiscal. Les coûts du département avaient chuté de 37% sous sa direction. L'efficacité opérationnelle était au sommet. Je suis rentré chez moi et j'ai fait des calculs plus détaillés ce week-end-là. Si 7 personnes qui gagnaient des heures supplémentaires travaillaient maintenant les mêmes heures pour un salaire fixe, cela représentait des dizaines de milliers de dollars d'économie de coûts de main-d'œuvre chaque mois. De l'argent qui ne nous était pas versé. De l'argent qui allait directement au bénéfice net de l'entreprise. De l'argent qui faisait passer Brandon pour un génie de la gestion, qui savait maximiser la productivité. C'est à ce moment-là que j'ai tout compris. Il ne s'agissait pas de nous promouvoir ou de nous offrir des opportunités de croissance. Il s'agissait de nous reclasser pour éviter de payer les heures supplémentaires. C'était du vol de salaire, avec un titre fantaisiste et une carte de félicitations. La réalisation m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Nous avions tous été dupés. J'ai passé 3 jours à lire l'affaire Labor Standard. Acte, les règles d'exemption, le test de fonction. Pour être légalement classé comme exempté des heures supplémentaires, vous devez satisfaire à des critères spécifiques. Votre tâche principale doit impliquer la gestion, où vous devez exercer un pouvoir discrétionnaire et un jugement indépendant sur des questions commerciales importantes. Je n'ai rien fait de tout cela. Je coordonnais les plannings sur la base de paramètres existants. Je suivais les chiffres dans des systèmes conçus par d'autres personnes. J'organisais le flux de travail selon des procédures établies. Mon travail était important, mais ce n'était pas un travail exempté selon la loi fédérale. J'ai imprimé les sections pertinentes, souligné les exigences clés, pris des notes dans les marges. Plus je lisais, plus il devenait clair que ce que Brandon avait fait était illégal. On ne peut pas simplement appeler quelqu'un exempté et le rendre exempté. Il existe des tests juridiques spécifiques qui doivent être satisfaits. J'ai
Programmer une réunion avec les RH. Stephanie Parker était chez Sterling. Depuis 15 ans. Son bureau sentait le café et l'encre d'imprimante. Les murs étaient couverts de politiques d'entreprise, de certificats de reconnaissance, des employés et de calendriers de motivation. Elle avait l'air fatiguée quand je suis entré, comme si elle avait eu affaire à des problèmes toute la journée. « Comment puis-je vous aider, Kevin ?» J'ai expliqué la situation avec soin. Je n'ai accusé personne d'avoir enfreint la loi. Je n'ai pas utilisé de mots comme vol ou fraude. J'ai simplement dit que je pensais qu'il pouvait y avoir une erreur de classification avec mon poste et plusieurs autres dans le département. Nous allons examiner la question, a dit Stéphanie, écrivant quelque chose sur un bloc-notes. Notre équipe juridique examine toutes les classifications de postes chaque année. Je suis sûr que tout est en ordre, mais je vérifierai votre situation spécifique. J'ai apporté des documents, ai-je dit, en faisant glisser les imprimés de la FLSA sur son bureau, juste pour aider à clarifier les exigences. Elle a jeté un coup d'œil aux papiers sans vraiment les lire. Merci. Je les examinerai et je vous recontacterai. 2 semaines plus tard. Rien n'avait changé. Je travaillais toujours 52 heures par semaine, je recevais toujours le même salaire. Brandon avait ajouté une autre réunion obligatoire. Celle-ci le mercredi soir, pour examiner les défis de production à venir. J'ai programmé une autre réunion avec Stéphanie. Cette fois, j'ai apporté plus de documentation. Une liste détaillée de mes tâches quotidiennes réelles, des exemples de mes feuilles de temps montrant des semaines constantes de plus de 50 heures, des imprimés des sections spécifiques de la FLSA qui s'appliquaient à ma situation. J'avais également parlé aux 6 autres gars qui avaient été reclassés. Ils vivaient tous la même chose. Nos avocats ont examiné tous nos postes, a déclaré Stéphanie avant même que je puisse m'asseoir. Vous êtes correctement classé. Les tâches que vous effectuez sont éligibles à l'exemption en vertu des directives fédérales. Je coordonne les plannings de production. Je ne gère personne. Je ne prends pas de décision commerciale qui affecte la politique de l'entreprise. Vous exercez un jugement professionnel dans votre rôle. Vous prenez des décisions concernant l'affectation de la production et la gestion des ressources. Je suis le système informatique. Il me dit où les commandes doivent aller en fonction des algorithmes existants et des données de capacité. Je vérifie simplement les chiffres et organise la logistique. Cela nécessite un jugement professionnel et une discrétion. Elle l'a dit comme si elle lisait un script. Comme si quelqu'un l'avait briefé sur ce qu'il fallait dire si quelqu'un remettait en question les classifications. Toute la conversation a semblé répétée, comme si elle s'attendait à cette réunion. J'ai quitté son bureau, frustré et confus. Soit j'avais complètement tort sur la loi, soit les avocats de l'entreprise leur donnaient des conseils qui frôlaient la légalité. Michel a vu que quelque chose me tracassait quand je suis rentré ce soir-là. Je lui ai parlé de la réunion pendant que nous nettoyions après le dîner. Sarah était à l'étage, étudiant pour les examens de mi-parcours. Alors, que se passe-t-il maintenant, a demandé Michel. Je ne sais pas. Peut-être que je me trompe. Peut-être que je ne comprends pas la loi aussi bien que je le pensais. Ou peut-être qu'ils espèrent que tu vas laisser tomber. Cette possibilité m'avait traversé l'esprit. Peut-être que Stéphanie et les avocats de l'entreprise savaient exactement ce qu'ils faisaient. Peut-être qu'ils se sont dit que la plupart des employés ne riposteraient pas assez fort pour causer de réels problèmes. 6 semaines plus tard, je suis retourné au RH pour la 3e fois. Cette fois, je n'étais pas poli. Je n'étais pas diplomate. J'étais fatigué, en colère et j'en avais marre de travailler 60 heures par semaine pour moins d'argent par heure que ce que j'avais gagné avant ma promotion. Brandon avait programmé 4 évaluations de fin de semaine en un mois.
J'avais travaillé 57 heures, puis 61, puis 59, puis 63. Mon dos me faisait mal à cause des heures supplémentaires. Ma relation avec Michel était tendue parce que je n'étais jamais à la maison. Sarah me voyait à peine, sauf le dimanche matin avant que je ne doive me rendre pour la nouvelle initiative stratégique que Brandon avait imaginée. Je travaille 60 heures par semaine pour moins d'argent par heure que ce que je gagnais il y a 3 ans, ai-je dit à Stéphanie. Ce n'est pas légal. Je sais que ce n'est pas légal. J'ai lu les règlements. J'ai tout documenté. Quelque chose doit changer. Stéphanie n'a rien noté cette fois-ci. Elle m'a juste regardé avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Fatigué, peut-être, ou agacé que je revienne sans cesse. Ce n'est pas une priorité pour le moment, a-t-elle dit. Ces 5 mots m'ont frappé comme une gifle. Pas une priorité. 8 mois d'heures supplémentaires impayés n'étaient pas une priorité. Le vol de salaire illégal n'était pas une priorité. Le fait que 7 employés expérimentés étaient systématiquement spoliés de milliers de dollars n'était pas assez important pour être traité. Je suis sorti de son bureau, monté dans mon camion et resté sur le parking pendant 20 minutes. Je n'étais pas contrarié. J'étais en colère. Le genre de colère qui vous serre la poitrine et rend tout limpide. Le genre qui vous fait comprendre pourquoi les gens arrêtent de demander gentiment et commencent à exiger. Ce soir-là, je me suis assis à ma table de cuisine et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Michel corrigeait des copies à l'autre bout de la table. Sarah était dans sa chambre, discutant en vidéo avec des amis de l'université. J'ai consulté le site web du Conseil du travail de l'État. Je l'avais déjà consulté lors de mes recherches, mais je n'avais jamais sérieusement envisagé de déposer une plainte. Cela me semblait trop gros, trop conflictuel, comme larguer une bombe nucléaire au lieu d'avoir une conversation. Mes 3 conversations n'avaient pas fonctionné. 3 réunions, 3 tentatives pour résoudre le problème par les canaux appropriés. Toutes ont été rejetées. Toutes ont été ignorées comme si mes préoccupations n'avaient aucune importance. Le formulaire de plainte était long et détaillé. Il demandait tout. Information sur l'employé, information sur l'employeur, description de la violation, pièce justificative, nom des autres employés concernés. Je les remplis lentement, soigneusement, en m'assurant que chaque détail était précis et complet. J'ai listé chaque heure que j'avais travaillé au cours des 8 derniers mois. J'ai joint ma description de poste et expliqué exactement les tâches que j'effectuais quotidiennement. J'ai inclus les noms des 6 autres employés qui avaient été reclassés de la même manière que moi. Puis j'ai écrit autre chose, quelque chose qui pourrait attirer leur attention. J'ai expliqué que la structure de bonus de mon manager était directement liée à la réduction des coûts du département, qu'il avait un intérêt financier personnel à mal classer les employés, que ces 37% d'économie de coûts provenaient du travail impayé, et non d'améliorations opérationnelles. J'ai soumis la plainte à 1h30 du matin un mardi soir. Puis j'ai fermé mon ordinateur portable et je suis allé me coucher. Je n'ai pas beaucoup dormi, je suis resté allongé à regarder le plafond, me demandant si je venais d'améliorer les choses ou de détruire toute ma carrière. 4 jours se sont écoulés. 4 jours où je me suis présenté au travail et j'ai coordonné les plannings de production comme si rien n'avait changé, comme si je n'avais pas déposé une plainte auprès de l'État qui pourrait tout faire exploser. J'ai continué à attendre que quelque chose se produise. Un appel téléphonique. Un email, une sorte de reconnaissance que ma plainte avait été reçue. Rien n'est venu. J'ai commencé à me demander si j'avais mal fait, si le formulaire n'avait peut-être pas été soumis correctement. Puis, le jeudi après-midi, vers 14h30, l'assistante de Brandon a traversé l'usine en courant. En courant, vraiment. Elle ne courait jamais. Elle était toujours calme, se déplaçant toujours à la vitesse idéale pour avoir l'air occupé mais
professionnelle. Mais cette fois, elle sprintait à travers le sol de production. Ses talons claquant sur le béton comme un tir de mitraillette. Où est Stéphanie, a-t-elle crié à quiconque voulait bien l'entendre. L'État est là. Ils sont dans le bâtiment. Ils veulent les registres de P2. Tout le département. J'étais en train de revoir le planning de production 2. La semaine prochaine, vérifiant les dates de livraison par rapport aux exigences de capacité. J'ai continué à travailler, mais mes mains tremblaient légèrement. En tournant les pages. Le service du travail ne prévient pas à l'avance. Je l'avais appris de mes recherches. Il ne fixe pas de rendez-vous et ne donne pas aux entreprises le temps de préparer leurs histoires. Il se présente simplement avec une autorité légale et commence à vérifier. J'ai gardé la tête basse et je me suis concentré sur mon travail. Les gens bougeaient différemment autour de moi, plus vite, plus pressés. Quelqu'un de la direction est passé en parlant rapidement au téléphone. 2 personnes d'apparence officielle, en costume sombre, étaient escortées vers les bureaux administratifs. Ils portaient des dossiers et des mallettes et avaient le genre d'expression sérieuse qui signifiait qu'ils n'étaient pas là pour se faire des amis. 1 heure plus tard, des pas se sont approchés de mon poste de travail. Je savais avant de me retourner qui ce serait. Stéphanie se tenait là, avec une autre personne des RH que j'avais déjà vue. Mais à qui je n'avais jamais parlé, un homme mince d'une 50aine d'années. Avec des lunettes à monture métallique. Tous 2 semblaient avoir vieilli de 10 ans au cours des 90 dernières minutes. Pourquoi ne nous avez-vous pas dit que vous aviez contacté le service du travail? La voix de Stéphanie était étrange, plus aiguë que la normale, tendue par le stress. J'ai posé mon presse-papier et les regardé directement. Je vous l'ai dit 3 fois. Vous n'avez pas dit que vous alliez déposer une plainte officielle auprès de l'État. Vous avez dit que mes préoccupations n'étaient pas une priorité. Je les ai rendues prioritaires. L'autre personne des RH s'est avancée, ajustant nerveusement ses lunettes. C'est un problème majeur. Kevin. Nous aurions pu gérer cela en interne. Maintenant, nous avons des enquêteurs de l'État qui demandent des documents pour tout le monde dans votre département et 3 autres départements. Comprenez-vous le genre de situation dans laquelle cela met l'entreprise? Comprenez-vous le genre de situation dans laquelle vous me mettez? J'ai gardé ma voix calme, posée. J'ai travaillé 60 heures par semaine pendant 8 mois sans rémunération appropriée. J'ai signalé cela par les voies internes appropriées à 3 reprises distinctes. Rien n'a changé. Que étais-je censé faire? Ils sont partis sans rien dire de plus. Je les ai regardés disparaître dans l'aile administrative où les enquêteurs de l'État posaient probablement des questions très inconfortables. Sur les pratiques salariales, les normes de classification et les structures de bonus liés à la réduction des coûts. J'ai repris mon presse-papier et je suis retourné au travail. L'enquête a duré 5 semaines, 5 semaines où toute l'usine semblait avoir baissé le volume. Les gens parlaient plus doucement, bougeaient plus prudemment. Brandon a cessé. S'est tourné dans l'atelier de production. Il est resté dans son bureau, porte close, et quand on le voyait, il avait l'air de mal dormir. Les enquêteurs sont revenus 2 fois de plus pendant ces 5 semaines. Ils ont interrogé des personnes, consulté les relevés de temps remontant à 18 mois. Demandé des courriels et des documents sur les classifications de postes et les structures de bonus. J'ai été interrogé une fois pendant 45 minutes dans une salle de conférence qui sentait le café rassis et l'anxiété. Ils m'ont posé des questions sur mes tâches quotidiennes, mes heures de travail, si quelqu'un m'avait explicitement dit que je ne pouvais plus faire d'heures supplémentaires. Si j'avais soulevé des préoccupations en interne avant de déposer la plainte. Je leur ai tout raconté. Je leur ai montré mon carnet avec 8 mois de suivi détaillé du temps. Je leur ai donné les dates exactes de mes 3 réunions avec Stéphanie. J'ai expliqué comment 6 autres personnes de mon département avaient été reclassées de la même manière.
Avez-vous remarqué un schéma dans ces reclassifications, a demandé une enquêtrice. Elle avait peut-être 45 ans, les cheveux gris coupés courts et des yeux qui semblaient avoir entendu toutes les excuses du monde. Elles ont toutes eu lieu dans une période de 6 mois après l'arrivée de notre nouveau manager, ai-je dit. Et elles ont toutes réduit considérablement les coûts des heures supplémentaires du département. Votre manager a-t-il reçu des bonus ou une compensation liée à la performance du département? Oui. Il a reçu un bonus substantiel en fin d'année. Les gens de la comptabilité en ont parlé. Les coûts du département avaient chuté de 37% sous sa direction. L'enquêtrice a écrit quelque chose sur son bloc-notes. Merci. C'est très utile. 5 semaines et 3 jours après la première apparition des enquêteurs de l'État, un email a été envoyé à tout le monde dans mon département. Réunion dans la salle de conférence principale à 15 heures. Présence obligatoire. Nous nous sommes réunis à l'heure prévue. Les 7 d'entre nous qui avaient été reclassés, plus plusieurs personnes d'autres départements que je ne connaissais pas bien. La direction était là. Les RH étaient là. Quelqu'un de l'équipe juridique était là, l'air de celui à qui on vient d'annoncer que sa maison est en feu. Le juriste s'est levé le premier, s'éclaircissant la gorge nerveusement. Le Conseil national du travail a terminé son enquête sur les pratiques de classification. Il a déterminé que certains postes avaient été incorrectement classés comme exemptés des exigences en matière d'heures supplémentaires. Cela a affecté plusieurs employés dans plusieurs départements. Mon cœur battait si fort que j'ai cru que tout le monde pouvait l'entendre. La société est tenue de payer les salaires arriérés pour toutes les heures supplémentaires non rémunérées travaillées pendant la période de classification erronée. Nous mettons également en œuvre des mesures correctives immédiates pour assurer une classification appropriée à l'avenir. Il s'est rapidement rassis. Stéphanie s'est levée, l'air de préférer être n'importe où ailleurs. Chacun d'eux vous recevra des notifications individuelles concernant le calcul de votre rappel de salaire dans la semaine. La société prend ses conclusions au sérieux. Nous nous engageons à respecter pleinement toutes les réglementations du travail. Personne n'a posé de questions. Personne n'a rien dit. Nous sommes tous assis là, absorbant ce que cela signifiait. Le rappel de salaire. Ils devaient nous payer ce qu'ils nous avaient volé. 2 jours plus tard, une enveloppe est apparue sur mon poste de travail. À l'intérieur se trouvait une lettre avec des calculs. Heures travaillées, taux d'heures supplémentaires. Rémunération totale du 17 640 $. C'est ce qu'il m'avait volé en 8 mois. C'est ce qu'il me devait maintenant. Mais la partie vraiment choquante est arrivée 3 jours plus tard. Brandon était parti. Juste parti. Son bureau vide, sa plaque nominative retirée. Quelqu'un a mentionné qu'il avait été licencié. Quelqu'un d'autre a dit que l'entreprise exigeait qu'il restitue ses primes. L'équipe juridique de l'entreprise avait déterminé que les primes de Brandon pouvaient être considérées comme un enrichissement personnel par des pratiques de travail illégales. Ils avaient calculé 2 ans de primes, totalisant 94 000 $. Ils voulaient tout récupérer, chaque dollar. La direction a fait venir Craig Cole pour remplacer Brandon. Fin de la quarantaine, il avait gravi les échelons. Depuis l'atelier de production dans une autre usine. La première chose qu'il a faite a été de convoquer une réunion de département. À compter de maintenant, toute personne classée comme exemptée est reclassée comme salariée à l'heure. Vous suivrez votre temps. Vous serez payé pour chaque heure travaillée. Les heures supplémentaires seront rémunérées aux taux appropriés. Quelqu'un a demandé si nous conserverions les titres de senior. Vous pouvez conserver les titres, a dit Craig. Mais les titres n'ont pas autant d'importance qu'une rémunération équitable. Je suis retourné à la coordination des plannings de production. Mais maintenant, quand je travaillais 50 heures, j'étais payé
pour 50 heures. Quand je travaillais 40 heures, j'étais payé pour 40 heures. Le système était de nouveau honnête. Les 6 autres employés ont également reçu leur arriéré de salaire. Le montant total que l'entreprise a dû débourser était de 187 000 $ an. Salaire volé qu'elle a dû restituer, parce qu'une personne a finalement cessé de demander gentiment et a commencé à exiger légalement. Parfois, faire d'une chose une priorité signifie la retirer des mains de quelqu'un d'autre et la mettre entre les mains de personnes qui se soucient réellement de la réparer.